Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en ville. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Je vous propose pour ce lundi 18 mai une chronique exceptionnelle. Je vous propose une interview, ou plutôt un entretien avec Jean-Marie Delbos. Son nom vous est peut-être inconnu. Nous allons parler de son livre « Mon enfance à Bétarame ». Lire ce titre, c'est déjà présenter fortement Jean-Marie Delbos, mais je lui laisse la parole pour se présenter plus complètement. Jean-Marie, à vous. Mais voilà, je m'appelle Jean-Marie Delbos. Je suis né dans un petit village du Béarn, à Castelnau-Camblon, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis né donc dans la maison où j'habite en 1946, donc ça fait quelques années. Donc j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans d'un accident de chasse et j'ai perdu ma mère quelques années, pas bien loin après, d'une maladie que l'on dit maintenant, d'un cancer. Et je suis resté seul avec mes deux sœurs. Je suis resté seul chez ma grand-mère qui nous a pris en charge. Et de là, étant donné qu'on était des gens très pauvres, vous pouvez vous en douter, on vivait en autarcie, c'est-à-dire que on n'allait pas faire des courses chez l'épicier du coin. On n'avait pas les moyens. Et donc on vivait en autarcie avec les poules, les lapins, le jardin, ce que l'on produisait dans le jardin. Et donc, du fait de cette pauvreté, on a été quelque part, entre parenthèses, victime du curé du village. Je dis victime parce que le curé s'est présenté un jour chez nous et il a dit à ma grand-mère, Jean-Marie va pouvoir avoir une éducation à Bétarame. Et il n'a pas précisé comment ni pourquoi. Et en fait, je me suis retrouvé à Bétarame, mais chez les pauvres. C'est-à-dire que notre scolarité était payée par les bienfaiteurs. Alors je vous laisse imaginer ce qu'étaient les bienfaiteurs à l'époque. Les bienfaiteurs, ils participaient pour avoir une place au paradis. Donc vous imaginez. Et ce qui nous restait à nous pour manger et vivre, mais c'était le minimum. Mais comme on était habitué au minimum, ça nous a pas beaucoup gêné de manger des choses que d'ailleurs on mangeait pas à la maison. Mais on mangeait très pauvrement. Donc on était habitué. Et quand on est pauvre, on n'a pas le même appétit que les riches. Donc, mais arrivé à Bétarame à 10 ans, je vous laisse supposer ce que ça pouvait être. 10 ans, vous imaginez vos enfants, petits-enfants, qui ont 10 ans, ou arrière-petits-enfants, et vous imaginez qu'à 10 ans, vous arrivez dans un établissement de 4 étages, immense, avec bien sûr aucun confort, logé au 4e étage, et de cet effet d'être logé au 4e étage, ça donnait que le matin, pour nous réveiller à 6h30, eh bien, ils ouvraient les fenêtres des deux côtés du dortoir pour faire passer l'air. Donc, vous imaginez Bétarame dans un coin perdu entre les montagnes, il faisait un froid terrible, et on vivait avec l'eau froide, il n'y avait pas d'eau chaude, vous imaginez bien. Et donc, on faisait notre toilette, comme je dis dans le livre, comme les chats. Parce que on faisait le plus rapidement possible. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on avait droit à aller aux toilettes le soir à 21h et le matin en descendant à 7h. Donc si vous aviez un besoin urgent dans la nuit, il fallait attendre d'être à 7h le matin pour descendre aux toilettes, qui étaient des toilettes à la turque, qui allaient directement dans le Gave. Donc vous pouvez imaginer.
Le petit déjeuner était un petit déjeuner spartiate, donc avec un café au lait que l'on va qualifier de café au lait. Et comme on avait droit qu'au pain dur par rapport à l'autre entité qui était le collège où les gens étaient payants et où la nourriture était plus suivie. Et eux, ils avaient du pain frais que nous, on n'avait jamais de pain frais. On avait des gros pains de plusieurs jours. Donc, on était nourris à minima et on vivait dans des conditions quand même qu'on peut plus imaginer à l'heure actuelle. Ok, merci donc pour cette présentation. Peut-être une précision pour que nos auditrices et auditeurs comprennent bien. Vous avez évoqué les deux établissements de Betaram, hein, c'est peut-être pas très bien connu. Donc il y a d'un côté l'établissement qui était financé, comme vous disiez là, par les bienfaiteurs, et l'autre établissement qui était un collège avec donc où les parents payaient pour que les enfants suivent les cours à Betaram, avec donc des conditions qui étaient beaucoup moins spartiates, mais vous allez revenir là-dessus, j'imagine, mais dans votre livre, vous indiquez que les crimes sexuels ont été commis dans les deux établissements. Oui, exact, oui. Mais moi, à mon époque, on ne savait pas ce qui se passait au collège en bas où étaient les payants, parce que on avait interdiction de les fréquenter, parce que c'était deux entités différentes. Donc nous, on était dans ce grand bâtiment qui est maintenant devenu un EHPAD, et le collège où il y avait les payants était les fameux bâtiments plus bas, avec par exemple, ils avaient des terrains de sport de qualité, alors que nous, on n'avait pas accès à ces terrains de sport réservés aux collégiens, aux élèves du collège. Nous, par exemple, une petite histoire toute simple. Ils avaient une piscine, mais cette piscine nous était interdite pendant que les élèves du collège étaient dehors. Donc nous, on allait à la piscine l'été, et bien quand c'était 19 heures, qu'il n'y avait plus personne pour voir les pauvres aller se baigner. Donc c'était une différence. Et la différence, c'était aussi, je le raconte, c'est le fait qu'on allait se doucher que le samedi, quand les élèves du collège n'étaient pas là, ou qu'ils étaient en très petit nombre. Et pour aller se doucher, ben, c'était, vous imaginez bien, c'était des locaux à minima. Et pour nous donner plus de résistance, ils ouvraient une porte qui donnait sur le Gave. Donc vous imaginez en hiver, où vous avez la neige sur le bord de l'eau, et bien voilà, c'était ouvert. Et par contre, un truc qui m'a marqué, et que je parle dans le livre, comme les élèves du collège avaient droit au pain frais, et bien quand on passait dans le couloir, on avait l'odeur du pain frais. C'est-à-dire que pour nous, la vie à Betaram, à l'Apostolica, donc à l'endroit où j'étais, eh bien, on avait l'odeur du pain frais le samedi quand on allait à la douche. D'accord. Alors effectivement, là on est dans le début de votre livre. Il y a un terme qu'on peut retenir, qui caractérise, c'est la discrimination. Et une discrimination dont vous parlez d'ailleurs au début de votre livre, que vous avez connue avant d'aller à Betaram, avec cette partie de la population qui était complètement discriminée, et une discrimination organisée par les ecclésiastiques, avec les cagots, dont on apprend dans votre livre qu'ils étaient une population mise à l'écart, au point que, dans cette région où la religion avait une place importante, pour aller à l'office religieux, ils avaient une entrée séparée dans l'église et étaient en quelque sorte cachés derrière les piliers pour ne pas être vus des bourgeois qui venaient dans les offices religieux. Ça m'a beaucoup frappé, ça, là, au début de votre livre. Mais tout simplement, il faut savoir qu'on a appris par le fait que je ne comprenais pas pourquoi mon arrière-grand-mère avait eu des enfants naturels. Et ces enfants, elle les avait eus avec le propriétaire de la maison où je suis, qui était une auberge.
Mais comme elle était d'un milieu cago, donc ces fameux indésirables dans les villages, elle n'a pas eu le droit de se marier avec quelqu'un qui n'était pas de son rang. Et donc, elle a eu des enfants naturels. Et comme vous le dites si bien, même l'église avait la porte réservée aux cagots qui se trouvaient sur le côté de l'église, sur le côté gauche, en principe, avec les cagots, donc cette population rentrait dans l'église, la porte était très basse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cagots étaient de taille réduite. C'était des gens de petite taille. Et résultat, ils passaient sous cette porte qui leur était réservée et qui était une porte basse. Donc, pour faire amende honorable, il fallait se baisser vis-à-vis des gens qui étaient des gens de bien, qui avaient des biens matériels, je parle. Et c'était pour bien faire cette discrimination. Et en plus, ils avaient un bénitier qui était réservé aux cagots pour pas qu'ils mettent leurs mains dans les bénitiers réservés aux gens qui avaient des biens. C'est de l'apartheid. Apartheid, oui, tout à fait. Alors, on l'a vu après avec tout ce que la société nous a appris, esclaves et compagnie, mais on oublie de dire qu'en France, il y avait de Saint-Jean-de-Luz à Perpignan, tout le long de cette frontière, il y avait un peuple de cagots. Donc, discrimination vis-à-vis de la population organisée donc par les ecclésiastiques, discrimination entre les enfants, vous venez d'en parler, mais je vous propose maintenant d'en venir à des faits qui sont beaucoup plus graves et que vous relatez donc dans votre livre, avec les crimes sexuels commis par les ecclésiastiques. Et donc là, c'est la partie quand même qui est extrêmement dure dans votre livre. Je vous laisse en parler et je dirais simplement que les deux aspects qui m'ont bien marqué là dans votre livre, c'est ce dont on vient de parler, là, donc cette histoire de discrimination, et puis le fait qu'au niveau des crimes qui ont été commis par les ecclésiastiques, on a la panoplie complète des crimes et délits commis par les sociétés criminelles. Ça m'a presque fait penser aux sociétés criminelles, aux syndicats du crime des États-Unis, où ça va jusqu'à la subordination de témoins, alors bien sûr l'omerta, etc. Je vous laisse vous exprimer sur ces questions-là. Mais écoutez, c'est très simple. En 1957, arrive au dortoir un ecclésiastique très bien habillé, jeune, et qui s'est livré sur nous, donc je vais parler pour moi, puisque il a été, en février 2025, ce gars-là, il a été entendu par les gendarmes, vous imaginez, en 2025. Donc en 57, il se livre sur nous à des actes odieux. C'est-à-dire que la nuit, il venait, il nous découvrait, et voilà, et on avait droit à des fellations, tout simplement. Et on se réveillait avec la bouche de cet ecclésiastique sur notre anatomie. Donc je vous laisse supposer qu'on était terrorisés. Et je dis on parce que j'étais pas le seul. Donc je suis le seul à avoir déposé plainte, je suis le seul à l'avoir dénoncé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passait dans le milieu de l'école de l'apostolicat. Donc il fallait, comme on n'avait pas de famille, ou des familles très loin, donc on n'avait pas les moyens d'aller prendre le bus, on prenait le bus très rarement parce que c'était trop cher. Donc on restait à l'apostolicat, donc l'apostolicat était l'endroit où les gens qui n'avaient pas de biens étaient logés. Et donc on avait on devait se dire nos petites misères de gosses à un prêtre avec qui on avait une confiance. Donc moi c'était le père d'Escombes. Et donc en 61, donc vous imaginez. Alors c'est important les dates, parce que c'est à partir de là qu'on a toute cette question de l'imprescriptibilité, dont j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour parler. Voilà.
Et donc, à partir de là, j'en parle à mon directeur de conscience. Nous sommes en qui va voir le 1961, c'est directeur. bien ça. Hein. Nous sommes en 1961. En 61. Voilà. C'est-à-dire Allez-y. que pour pouvoir s'exprimer, on a mis 4 ans. Mais les gens qui devaient venir témoigner avec moi, eh bien, ils se sont dédits. Parce que quand le directeur les a appelés, il leur a dit dehors. Donc vous imaginez des gens qui n'ont pas de bien, qui font des études, et ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Et donc quand ça c'est arrivé à moi, il m'a dit, vous allez oublier tout ce que vous avez dit. Et vous imaginez bien que j'ai gardé cet air narquois que j'ai gardé toute ma vie, et qui l'a vexé, terrible, et j'ai eu la plus belle gifle de ma vie. Et il m'a dit, je ne veux plus entendre parler de vous. Mais, il a dit aussi à mes copains de l'apostolicat, vous ne lui parlez plus. Donc je me suis retrouvé mis à l'index, et malheureusement, je suis tombé. Et cette chute a permis de me retrouver à l'hôpital pour être soigné, soi-disant. Sauf que l'hôpital, c'était pas l'hôpital général. C'était l'hôpital militaire psychiatrique. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des jeunes qui rentraient d'Algérie, qui avaient subi des choses terribles, qui se battaient entre eux, qui étaient violents. Et la première nuit, il y a un gars qui était à côté de moi, qui avait été émasculé en Algérie, et qui est décédé à côté de moi. Vous imaginez un gamin de 15 ans, avec un mort à côté de lui, que l'on est venu récupérer le matin. Il hurlait, ce pauvre homme. Et au moment où il n'a plus hurlé, c'est qu'il avait perdu la vie. Et j'étais là, je ne savais pas ce que c'était. Vous pouvez bien imaginer. Et résultat, je suis resté 15 jours dans cet univers. Alors, je ne vous dis pas la façon de manger, puisque les couverts étaient interdits. Les assiettes c'était pas des assiettes en porcelaine, vous imaginez bien. Vous vous êtes blessé, sérieusement, et on vous envoie dans un hôpital psychiatrique et non pas dans un hôpital où on va pouvoir traiter vos blessures. Voilà, exactement. Et de là, comme on le dit sur le livre, je suis shooté. Alors là aussi, par une religieuse qui, à l'époque, les infirmières étaient des religieuses. Donc la religieuse, elle avait tous les pouvoirs. Et les militaires qui étaient avec moi la craignaient, parce que c'était un dragon. Et au bout de 15 jours, il y a un médecin qui est venu, et qui me découvre là, et qui dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce gosse-là? Et donc, à partir de là, on m'a renvoyé dans un service normal, et on a dit à ma grand-mère, vous venez le récupérer. Et donc, je suis rentré chez moi, mais, je suis rentré chez moi, vous imaginez bien, complètement détruit. J'ai le temps que j'évacue tout ce que j'avais avalé pendant 15 jours. Donc voilà, on a reçu la visite de 4 ecclésiastiques de Bétaram. Alors avec, comme je le raconte, leur barrette sur la tête pour faire très important. La barrette, c'est ce chapeau qu'ont les prêtres dans la religion catholique. Et ils sont venus, et ils ont dit à ma grand-mère, si cette affaire a des suites, on vous saisira vos biens. Vous imaginez des gens pauvres, miséreux, et cette pauvre femme qui nous aidait, qui nous élevait, elle était absolument affolée. Et donc, mais quand elle a vu ça, elle a voulu chercher de l'aide auprès du maire, du curé, il ne fallait pas s'y attendre, auprès des voisins. Le maire lui a dit, mais non, c'est des curés, on ne peut rien contre eux. Les voisins, ils n'ont pas dit mieux. Et les gendarmes, les gendarmes, ils ont dit non. Donc on ne peut pas prendre de plainte, parce que votre petit-fils, il ment. Sauf que ma grand-mère était une femme de très fort caractère. C'est le caractère qu'elle m'a donné par ailleurs. Et cette femme ne s'est pas laissée faire. Elle a été remuée ciel et terre. Mais pour quel résultat? Pour le résultat que circuler, il n'y a rien à voir.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelques années après, en 2007, j'ai été le soutien du père Laclos qui avait pris épouse et à qui j'ai écrit pour lui dire « Mais voilà ce qui m'est arrivé à Bétaram, où vous étiez vous-même. » Et lui, cette lettre, Bétaram l'a refusée. Il l'a envoyée au Vatican. Le Vatican, quand même, c'est la première mesure qui a été prise, a envoyé cette lettre à Limoges, où se trouvait mon pédophile. Et l'évêque de Limoges a averti le procureur de la République, et l'affaire est partie, bien sûr. J'ai été entendu, vous imaginez, j'ai été entendu en 2010. Donc ça fait que c'est des années après. Et donc est sorti le mot prescription. C'est-à-dire que tout ce que j'avais dit n'était plus exploitable. Et donc, résultat, mon agresseur a été envoyé à Bethléem, en Cisjordanie, pour éviter d'être mis en cause en France. Et comme il ne pouvait pas être récupéré de Cisjordanie pour revenir en France, il a été mis là-bas. Donc, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai fait venir chez moi, par l'intermédiaire de l'évêque de Bayonne, j'ai fait venir chez moi les pères de Bétaram pour pouvoir avoir une explication, qui s'est très mal passée par ailleurs. Et ils ont fait venir le directeur général, M. Hassan, qui est venu chez moi, me promettre que ce gars-là resterait à Bethléem jusqu'à la fin de séjour et qu'il était interdit de dire la messe et de donner les sacrements. Sauf que j'ai pu vérifier sur Internet mais qu'il était avec l'évêque de Bethléem, mais il célébrait les offices en grande tenue. Alors qu'il m'avait promis que plus jamais il ne pourrait avoir accès à la messe et au sacrement. Mais le pire de tout ça, c'est qu'en 2019, c'était en 2017, en 2019, donc 2 ans après, j'apprends que mon prédateur revient à Bétaram, à l'Apostolica où j'étais, qui était devenue la maison de retraite. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il a sa chambre, bien sûr avec tout le confort, vous pouvez imaginer, sur le lieu où il était surveillant du dortoir. C'est-à-dire que ce dortoir a été transformé en chambre pour des curés âgés, et ce curé, lui, habite au 4e étage, sur l'emplacement de la chambre qu'il occupait à l'époque. C'est absolument inouï, votre témoignage. Ça pose la question, effectivement, de l'imprescriptibilité, qui est une question dont on discute actuellement, mais qu'il va vraiment falloir aborder très sérieusement. Dans votre cas, moi, je note que l'affaire a été portée publiquement pour la première fois en 1961 et que la réponse à cette époque a été de vous accuser de mensonge. Je vous coupe. Oui, en 1961, mais personne n'en a tenu cas. Le pauvre curé qui était le père Descombes, qui avait été de le dénoncer, il a été mis au banc de la société des curés de Bétaram. Voilà, donc on en arrive à l'autre aspect, c'est l'omerta. L'omerta totale. Et vous imaginez ce pauvre homme qui était un scientifique, et bien on l'a mis à garder le musée de Bétaram. Vous imaginez, seul, avec une petite table et une chaise, dans un musée où il passe 10 personnes par mois. C'est du cynisme total. Voilà. Donc, on va essayer de faire le point, parce qu'il y a encore plein de points discutés, puis il nous reste que 3-4 minutes, c'est terrible. On fera peut-être une interview complémentaire dans quelques semaines, parce que c'est vraiment des sujets très importants. On va juste citer ces points-là, et puis on y reviendra effectivement dans une deuxième interview. C'est absolument indispensable. Donc on a cette question de l'imprescriptibilité, avec dans votre cas...
c'est la loi française. Absolument, non mais je suis bien d'accord. Et c'est bien ça qui pose problème. Et puis alors l'autre aspect, c'est qu'à partir du moment où les faits sont quand même établis, l'Église, pour se défausser, entre guillemets, va mettre en place des compensations, je ne sais pas ce qu'il faut appeler, mais en gros, c'est justice divine ou justice des hommes. C'est-à-dire, l'Église est à la fois, se retrouve juge et partie, décide de montants de compensation. Et je crois que là, c'est plutôt sur la dernière partie de votre livre que vous évoquez cette question-là, sur comment on peut apporter une réparation à tous ces enfants qui ont subi les crimes de ces prédateurs en soutane. Et comment, bon, enfin, alors, on reviendra là très très rapidement sur la fin de l'émission, on y arrive d'ailleurs, mais donc je pose la question en même temps, comme ça vous pourrez répondre sur tout. Il y a de nombreuses associations de victimes des crimes sexuels de l'Église dans différentes régions. Bon, bien sûr, on pense tout de suite à Lyon. Il y en a un peu partout qui sont constitués. Est-ce que vous avez eu des contacts avec d'autres associations? Et puis, que vous souhaitez-vous pour la suite? Mais c'est-à-dire, moi, je fais partie de l'association des anciens élèves de Bétarame, tout à la vérité non censurée. Parce qu'il y a un autre groupe où les gens qui s'expriment sont censurés. Bon, le personnage qui s'occupe de cette association a fait un livre pour défendre Bayrou. Donc vous imaginez, dans son livre, tout ce qui... les gens qui parlent pas de la situation d'hommes politiques comme Bayrou, s'ils ne vont pas dans le sens de ce gars-là, mais ils sont exclus. Voilà. Tout simplement. Et vous établissez le fait que Bayrou... C'est un groupe qui s'est monté sans être déclaré en préfecture. Voilà. Et vous avez démontré dans votre livre que le Premier ministre est parfaitement au courant depuis très longtemps. Et oui, puisque moi, le Premier ministre, je lui ai écrit le 16 mars 2024 une lettre accusée de réception que le député Vanier lui a présentée à l'Assemblée nationale. Et vous voyez mon nom sur la lettre qu'il lui présente. Vous voyez l'accusé de réception. Et Bayrou déclare qu'il n'a rien inoccuamé. Donc vous imaginez. Absolument. Un Premier ministre qui vous dit dans les yeux à un député, je n'ai rien vu. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sa femme était aux obsèques du pédophile qui s'est jeté dans le Tibre. Alors, écoutez Jean-Marie, là on arrive vraiment à la fin de l'émission, il ne nous reste que quelques dizaines de secondes. Je pense que, j'espère que cet entretien aura incité les auditrices et auditeurs à essayer de se procurer votre livre. J'espère qu'il sera disponible dans des librairies de Périgueux. Et puis, et bien évidemment, je vous propose tout de suite que l'on fasse dans 15 jours ou 3 semaines une prolongation de cet entretien. C'est important pour aller plus au fond des questions importantes que vous avez évoquées. Ces dernières questions qu'on a traitées rapidement sur l'imprescriptibilité, sur la réparation, la justice divine ou justice des hommes, et puis sur les perspectives absolument nécessaires sur ces questions des crimes sexuels des ecclésiastiques avec donc les différentes associations qui se sont constituées. Un grand merci pour cette première interview. Et Jean-Marie, je vous laisse le mot de la fin, mais alors 10 secondes grand maximum. Et je vous remercie de m'avoir accueilli. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et je parle de mon livre, Mon enfance à Bétarame, aux éditions Le Duc. Et je vous engage à le lire. Vous en saurez beaucoup plus. Merci beaucoup Jean-Marie, à très bientôt. Merci à vous. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient, ton glaive